Bon, aujourd'hui je suis cagoulé. J'en avais marre qu'on voit mes lunettes comme une mouche à travers la vidéo et qu'on voit un petit peu ma micro-barbichette en dessous de mes lèvres, mes somptueuses et magnifiques lèvres. Alors j'ai investi encore, j'ai glow up avec une nouvelle cagoule jusqu'à ce qu'elle me casse les pendant la vidéo, donc je vais peut-être la retirer un moment, on va voir. Mais sur ce, on se retrouve donc pour aujourd'hui la deuxième partie donc de cette review, critique, analyse, etc. Tous les titres qu'on veut. On va juste discuter ici donc de l'animé Chainsaw Man. Bienvenue, c'est parti. Et je suis vraiment content de voir ici que on a pu avoir et je suis vraiment content ici qu'on a pu voir énormément de réponses à mes questions. Donc ça a avancé, ça a vraiment avancé. Je me rends compte qu'on était nulle part en fait dans les 6 premiers épisodes. Je ne connaissais rien à l'histoire, ce n'était que de la découverte. Et c'est cool de voir que là maintenant, c'est plus du tout la même chose. Enfin, on a des méchants. Enfin, ça avance. Enfin, il y a des drames dans le présent. Et c'est cool, ça avance. Ça avance très très vite même, très vite. Mais on va en parler, on va parler un petit peu de tout ça. Commençons donc cette review par le plus émouvant, évidemment le plus émouvant, c'est la mort de Hansi Himeno, pour les intimes. On apprend donc qu'elle voulait partir dans le privé, mais que Aki, lui, non. Elle voulait y aller, elle voulait avec lui, mais surtout elle voulait qu'il survive. Et donc elle a essayé de le persuader pour qu'il puisse rentrer dans le privé. Et en même temps que ça, on apprend donc la différence entre le privé et le public. Ça faisait un moment que j'avais envie de savoir. Et en gros, donc le public s'occupe des cas que le privé n'a pas réussi à traiter. Donc du coup les cas les plus durs et les plus dangereux, parce qu'apparemment donc dans le privé on peut vivre à la cool. Mais évidemment Aki lui s'en bat les... Il veut juste tuer le démon flingue, et là évidemment il y a un problème, c'est qu'il est trop beau. Non en fait non, c'est qu'il va finir par le rencontrer, et du coup s'il finira par le rencontrer, ben il va sûrement mourir, et du coup elle veut à tout prix éviter ça, parce que voilà, elle veut le sauver. Yada, pour une fois. Aki se rapproche enfin donc des sbires du démon flingue, mais là c'est la merde. Il se bat en donnant tout ce qu'il a, mais du coup c'est pas assez. Et finalement, enfin on y est, le plus émouvant, Hansi elle se retrouve forcée de tout donner pour lui, et donc de mourir en en laissant le démon fantôme absorber son corps. Donc le démon finalement est très puissant et à son plein potentiel il démonte complètement l'homme épée. Tout ça pour au final que c'est un échec puisque il est ressuscité et sa mort donc n'aura servi à rien du tout, même pas à sauver Aki. Et voilà, pas d'héroïsme dans l'œuvre parce que l'auteur n'a pas le temps, pas d'héroïsme, c'est pas le moment. Et on doit dire quelle mort émouvante. Je l'avais prédit, bon c'est pas compliqué, tout le monde l'avait prédit, c'était sûr. Je le sentais, mais alors là, pas si tôt du tout. Je sentais que ça allait arriver, mais vraiment pas maintenant, quoi. Et faut avouer que c'était beau. C'était tôt et ça fait du bien, enfin ça fait du mal, mais du coup c'est pour ça que ça fait du bien, parce que c'est bien fait. Le combat est beau et il y a de l'émotion. Ils sont dans une situation désespérée et voilà, l'émotion est là parce qu'ils sont proches aussi. Et parce que simplement elle l'aime, et voilà, elle venait donc de signer un pacte avec Denji en plus juste avant pour draguer Aki, et elle en échange elle l'aiderait donc à se faire Makima. Avec tout ça, en gros, on a eu un magnifique développement de Himeno juste avant sa mort, et voilà, on est passé par toutes les émotions avec elle. Elle a eu beaucoup de temps d'écran, elle a vraiment de la chance, et bref, elle aura permis de faire évoluer aussi notre petit Denji, et aussi, bon, elle m'aura fait un petit peu relativiser sur le sujet qui m'avait fait un petit peu rager dans ma dernière review, l'humour autour du sexe. Ou plutôt, comme je l'ai déjà dit, l'humour pipi-caca. Ici, c'est plus pipi-caca, c'est devenu adulte maintenant, donc bref, j'ai longuement réfléchi et j'ai compris mon erreur, j'ai compris pourquoi ça me gênait. Je me prenais juste trop la tête. C'est un peu le nom de la chaîne, mais bref, voilà. En fait, c'est simple, c'est un manga pour ados, et voilà, il fallait juste pas chercher plus loin. Voilà, une nouvelle raison de justifier l'injustifiable. Après la pyramide de Maslow, la case de « t'es trop vieux pour ça, frérot ». Bon, du coup, trop vieux ou pas, je suis d'avis que le fameux « on baise » ou alors encore les bisous, enfin, c'était pas nécessairement nécessaire, voire pas du tout, mais allez, voilà, ça fait bander les jeunes, donc j'accepte. Et puis bon, ça permet d'introduire des sujets d'ados dans un manga d'ado, et en plus Denji est
faire un ado, donc allez, ça colle bien. Ça nous introduit le sujet des premières fois, dans tous les sens du terme ici. Le premier bisou, la première baise, mais cette fois-ci c'est amplifié pour Denji qui lui en fait ne vit juste que des premières fois pour tout depuis le début de l'œuvre, que ce soit sa première gorgée d'alcool, son premier restaurant entre collègues. Tout ce qu'on va voir en fait jusqu'à présent, ça va être uniquement des découvertes pour Denji, donc voilà. Tout lui tombe dans les bras, la bouffe, l'alcool, la baise, etc. Mais en vrai c'était sûr qu'il allait pas baiser, enfin bon, c'est un animé de japonais là, pas un animé de brésilien, mais l'accent sur les premières fois au sens puceau du terme est bien mis en avant. Ça m'étonne pas, c'est un manga de japonais. L'auteur nous introduit un sujet qu'on a particulièrement vécu, nous mecs, la première fois. Bon, c'est-à-dire qu'au début, tu sacralises un petit peu le truc, mais à un moment, plus le temps passe, plus les hormones, voilà, elles font leur taf, plus t'as envie, et aussi, des mecs autour de toi, des potes l'ont déjà fait, et au début, tu peux passer pour un mec gentil qui choisit sa première fois, c'est cool, c'est mignon, mais plus tu vieillis, plus tu parais pour un mec bizarre, et t'as l'air moins cool, quoi. Et en vrai, c'est bizarre, on s'en bat normalement complètement les couilles, vu que si t'as une vie normale, ça finira par t'arriver, et aussi, tu te rendras compte que, ça t'arrivera normalement même quotidiennement, donc c'est pas vraiment important, chacun le fait quand il veut, et du coup sacraliser ce qui fera partie de ton quotidien, c'est complètement débile. Mais bon, quand on est un ado, on pense un petit peu que au cul, du coup voilà, on va dire que c'est normal ce genre de délire, et c'est débile parce que quand tu vieillis, c'est vraiment, ça n'a aucun sens tout ça. Bref, revenons à Denji et écartons-nous un petit peu de ce sujet. Il est pris entre justement donc la sacralisation de la première fois et ses envies primaires, donc il est pris entre l'amour et le sexe, et là il se demande que faire. Surtout qu'à un moment, Makima se ramène pour le calmer et lui dire qu'est-ce que tu fais et lui faire comprendre que elle doit lui être fidèle. Mais bref, de toute façon il aura pas le choix puisque Hansi vient le choper sans son consentement et gâcher son premier baiser, tellement gâché qu'elle vomit dans sa bouche. Et quelle scène triste de voir Denji pleurer enfin pour la première fois, si je me trompe pas. Il pleure, et même si on veut nous faire croire qu'il pleure parce que son bisou c'était de la merde, c'est juste à cause du fait qu'il a avalé du vomi. En gros, quand il n'était rien, sa seule façon de se sentir supérieur à un animal, c'était de ne pas manger du vomi. Alors que finalement, il n'était lui-même pas traité comme un humain. Il se voilait juste complètement la face parce que il mangeait dans les poubelles en même temps, donc du coup ça lui a remémoré ça, et il s'est senti comme un moins que rien, et cette scène m'a ému. Elle était sympa. Et puis je vais pas mentir, toutes les scènes avec Pochita m'ont ému. Comment tu peux ne pas être ému quand t'as ce petit... Ensuite vient la baise, il se sent mal, il a besoin d'eau. On dirait qu'il est drogué sous GHB, mais en fait il avait juste jamais bu d'alcool, donc voilà. Et là, il se retrouve confronté donc à une chaudasse qui a baisé avec tous ses collègues. Une expérience de qualité, mais pas sacrée, parce que ce n'est pas Makima. En plus de ça, Hansi, Himeno, respectons-la un peu. Himeno est jalouse de Makima, donc elle se donne à fond, hein, elle met du sien pour prouver un petit peu qu'elle est aussi bien que cette folle aux cheveux roses. Mais finalement, il finit par se ressaisir en pensant à Makima et à son bisou indirect, qui là était un succès. D'ailleurs, je savais pas qu'on appelait ça bisou indirect, enfin je demande un petit peu... ça veut dire quoi? Je connaissais pas, en plus ça doit sûrement être encore un délire de japonais. Est-ce qu'il suffit de manger après quelqu'un pour que ce soit un bisou indirect? Boire avec quelqu'un, est-ce que ça compte? Si fumer une clope après quelqu'un, ça compte comme bisou indirect? Est-ce que partager un joint en groupe, c'est quoi? Combien de personnes j'ai embrassé indirectement dans ma vie, du coup? Oh putain. Bref, Makima rassure Denji comme un bon maître, et du coup, à ce sujet-là, au sujet des premières fois, elle lui dit, comme si c'était son daron au final, en fait, elle lui dit, t'inquiète frère, t'inquiète, tu vas grandir, tu vas oublier. Et c'est tout, on s'en fout que la première fois soit nulle, tu vas en vivre plein, donc tu vas grandir, tu vas oublier, c'est tout. Et voilà, il se rappelle de ça, il revient à la réalité, et se réserve pour sa première fois. Et puis, de toute façon, bon, il est mineur, et elle, c'était une daronne, donc voilà, c'est pas plus mal, tout est bien qui finit bien. Après ça, donc, il se lève, donc, serein, tranquille, et finit par organiser cette entraide avec Himeno pour choper Maki, tandis qu'elle choperait Aki. Tous ces moments paisibles étaient vraiment bien. On a vécu une mission trépidante à l'hôtel, la rencontre entre collègues, un repas chaleureux, des moments d'émotion, des moments chauds et calmes, et voilà. Après 12 minutes d'épisode, dans le calme, headshot à tout va, et voilà, ça fait du bien ce changement d'ambiance, c'était réussi. J'étais sûr et certain que Makima n'était pas morte, ça c'était obligé. Et aussi j'étais sûr que Arai
Et Combini n'était pas morte non plus. Alors Makima, c'est évidemment parce que bon, c'est son chara design, hein, elle a le chara design beaucoup trop important, ça se voit qu'elle est spéciale, déjà elle a les yeux trop cons et elle a des cheveux roses, donc voilà, elle va pas partir tout de suite. Tandis que Arai et Combini, c'est parce qu'on les a pas vus mourir, donc si on les voit pas, c'est qu'il y a des chances qu'ils soient encore vivants. Donc voilà, ça cachait quelque chose. Et là, on voit un gars dans un restaurant, je m'attendais à ce que ce soit encore un allié, un collègue, un mec dans le public, un autre truc, voilà. Parce qu'en fait, bon, il avait vraiment le chara design qui ressemblait un petit peu au blond alcoolique, mais finalement, non, c'est un méchant, un vrai, enfin un méchant, j'étais tellement content de voir un méchant. Et ensuite, on découvre aussi une meuf gothique badass qui m'a fait penser à la meuf de My Hero Academia, celle-là. Elle maîtrise donc un démon surpuissant contre ses ongles, si j'ai bien compris. Et surtout, elle peut réanimer l'homme épée, je sais pas comment elle fait ça. L'homme épée, lui, c'est un peu spécial parce que il ressemble à une sorte de chef ultra badass et très fort. Et en même temps, c'est le sous-fifre complètement commandé par la gamine, donc c'est spécial. Et ouais, voilà, j'imagine que vu qu'il est immortel comme Denji, on s'en sert un petit peu comme de la chair à canon, et voilà, il se fait un peu maltraiter. Donc, on voit aussi que la petite parle dans un talkie-walkie. Voilà, on se demande à qui, et quel type d'organisation c'est, qui sont ses supérieurs. Je demande à voir. En tout cas, cet épisode, il était vraiment génial. Genre, cette violence, ce changement d'ambiance juste après tous ces moments paisibles, ces moments un petit peu d'entraide, ces moments chaleureux, ces moments de collaboration où on apprend à découvrir tous les personnages. On s'attendait pas à ce qu'ils se fassent tous zigouiller juste après, c'était vraiment cool. Une grosse claque et c'est réussi. Et donc avant de mourir, Himeno ramène Denji au combat. On croyait mort d'ailleurs à ce moment-là. Mais non, en fait on apprend finalement, il se trouve que il est immortel, rien que ça. Alors Denji, on en apprend énormément sur lui. On en apprend sur lui en général, par exemple avec son enfance de misère, avec Pochita, le fait qu'il ne sait pas lire, qu'il ne connaît même pas son âge au final, en tout cas approximativement. On apprend aussi ce qu'il aime. Et je l'avais dit dans la pyramide de Maslow de ma première revue, bon c'était clair, hein, mais voilà, il répond, quand on lui demande ce qu'il aime, il dit qu'il aime manger et dormir, c'est tout. Des besoins primaires. Donc voilà, on en apprend plus sur Denji l'humain, mais aussi on en apprend aussi beaucoup sur Denji le démon. L'hôtel nous permet donc de savoir aussi quelques particularités sur son corps, donc grâce à Power qui nous explique par elle-même avec un air intelligent, d'ailleurs c'était bizarre, c'était voilà, assez rare, elle nous explique ce qu'elle a compris par elle-même sur Denji. C'est-à-dire, s'il perd trop de sang, ses tronçonneuses se résorbent. Et là, solution, Denji boit du sang, comme un démon. Je suis content parce que je me posais un petit peu la question de Denji et du sang, l'impact que ça aurait sur lui un petit peu en mode démon. Et donc voilà, il se rapproche d'un démon en buvant du sang de démon, donc un petit peu l'opposé cette fois-ci que les démons traditionnels. Et là, il peut survivre et ressortir ses tronçonneuses en buvant ce sang. Et il invente donc le cycle perpétuel en buvant le sang de démon en même temps qu'il se fatigue. Et tout ça pour vaincre le démon éternel. Donc il invente un cycle éternel lui permettant de battre jusqu'à l'épuisement, donc en 3 jours, le démon éternel. 2 cycles éternels, mais la folie de Denji l'aura emporté. À ce moment-là, Denji n'avait bu donc que du sang de démon, et donc ça ne répondait qu'à une seule de mes questions. Denji, on sait qu'il est devenu donc un humain avec des facultés de démon, qui à l'inverse des démons, en tout cas à ce moment-là, boit du sang de démon pour se régénérer à 2 reprises. Pour l'instant, c'est ce qu'on a vu. Mais ça ne répondait pas tellement à une autre question. Comme il a l'air complètement fou, Hansi se demande, et nous tous d'ailleurs, si c'est devenu un démon, parce que, franchement, il commence à s'en rapprocher de plus en plus, et plus on avance dans l'histoire, plus on voit des délires de démons de sa part. À un moment, on voit avec Power qu'il perd tout contrôle encore de ses esprits et commence à crier comme un fou, ou encore tout simplement quand il se bat contre le démon ver de terre, on voit que là, il ressemble à un fou, ou alors après 3 jours de baston avec le démon éternel, on sait que il devient de plus en plus démoniaque, en tout cas en apparence. Et surtout quand les méchants, donc les sbires du démon flingue se ramènent et que là il dit enfin il peut se déchaîner sur eux sans pitié parce que comme c'est des méchants et comme ils sont dans le camp des méchants et lui dans le camp des gentils, il peut les zigouiller à fond. Et ça y est, maintenant on peut le dire, c'est un démon. Qui penserait genre comme un humain comme ça? Il se dit, je peux en faire ce que je veux parce que c'est des méchants. Et ça y est, maintenant, on peut le dire, il ressemble de plus en plus à un démon quand on voit ce genre de scène. Et c'est drôle parce que, en fait, c'est complètement le contraire avec son ennemi qui, lui, a l'air plus humain en apparence. Et Denji qui, lui, devient complètement taré. Il propose quand même de faire du haché d'un mec. Et pourtant, l'autre, il a aussi une apparence de démon. Donc, voilà, mais il a pas le même pet au casque que Denji. Il y a aussi, d'un point de vue émotionnel, qu'on peut voir certaines réflexions qui sont posées. La première réflexion, la plus grosse en tout cas, c'est est-ce que Denji perd
toute humanité depuis qu'il est mi-démon, ou est-ce que c'est dû en fait à la façon à laquelle il a grandi, dû à son éducation, à la misère qu'il a vécue, etc. Donc Denji a perdu son cœur, il a été remplacé par celui de Pochita, et on peut se demander, voilà, quand il se pose la question de pourquoi je ne suis pas triste quand les autres meurent, est-ce que je serais triste si Aki mourait? Non. Est-ce que je serais triste si Power mourait? Non. Enfin ça, on verra peut-être plus tard, parce qu'ils ont l'air d'être devenus de plus en plus complices, on va en parler. Et est-ce que je serais triste si Makima mourait? Et là, réflexion, non plus. Enfin, oui, mais au bout de 3 jours, il finirait par l'oublier, quoi, en prenant un bain et voilà, et de la bonne bouffe. Et ça, est-ce que c'est dû donc à sa solitude ou alors dû à son cœur de démon? On verra ça plus tard, je me demande un petit peu. Il a aussi même un moment donc des idées très 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 radicales, on va dire, hein, du style si on nous pourrit la vie, peine de mort. Réclame la peine de mort, peine de mort, peine de mort. Réclame la peine de mort. Et est-ce que c'est un petit clin d'œil donc de l'auteur un peu pour nous montrer que être démon fait penser donc avec moins d'humanité? Genre allez, il y a que Power pour penser que voilà, si elle était présidente, il y aurait les taxes à 100%. C'est des petits clins d'œil, c'est bête, mais pourtant c'est moins humain. Bref, du coup, la question c'est est-ce qu'être en partie démon leur fait perdre de l'humanité en eux? Et donc plus tard, enfin, on le voit aussi nous prendre du sang que j'imagine donc normalement être du sang d'humain pour se régénérer. Donc finalement il peut boire de tout. Et il y a sa régénération. Enfin, ça nous est tombé dessus, sa régénération, parlons-en. Il est devenu immortel, le mec. Le mec, c'est devenu Kaneki Ken. On lui a transplanté donc un organe vital de démon, donc ici le cœur. Comme Kaneki, on lui a transplanté des organes vitaux de ghoul, et il est devenu une ghoul, pendant que donc lui, Denji, est devenu un démon. Et ils ont tous les deux donc des pouvoirs de régénération qui vont très 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 loin là, parce que voilà, la première fois en fait que Denji s'est pris la balle dans la tête, on s'est dit mais, enfin en tout cas moi je me suis dit mais merde, comment il va se sortir de ça? Comment? La première fois qu'on lui a coupé le bras, on s'est dit ah ça va, ça a pu être recousu parce qu'il y a eu des médecins qui sont arrivés, voilà, ça s'est passé tranquille. Mais là il a quand même une balle dans la tête. Et finalement, pas de problème. Apparemment donc sa transformation, donc quand il se transforme en démon, ça pourrait agir comme une sorte de résurrection, comme dans Bleach en fait, quand les Arrancar ils sont complètement blessés, ils font la résurrection et hop, ils passent à leur stade supérieur mais sans blessure. Et en plus de ça, donc en mode démon, il peut prendre complètement grave cher. Mais vraiment, vraiment, vraiment très cher, à tel point qu'en fait il se fait Yamamoto en 2. Et puis après ça, il se fait tirer dessus, tout ça pour qu'au final, il soit remis sur pied peu de temps après, et apparemment sans séquelles, alors que l'autre démon épée, lui, avait l'air de dire que pour tous les trous qu'il avait dans le corps, par contre, lui, il faudra attendre avant qu'il puisse travailler. Alors la question c'est Denji, est-ce qu'il a un potentiel de fou en termes de régénération, ou même en général? Mais là, il est vraiment sur pied rapidement après une blessure comme ça. Je me demande un petit peu comment ça va avancer pour lui à ce sujet-là. Aussi, ce que je trouve d'assez spécial, c'est que j'ai remarqué que l'auteur se sert donc de l'immortalité que Denji a, un petit peu comme dans Seven Deadly Sins. Donc j'imagine que c'est pas la seule œuvre où il y a ça, mais en fait, en gros, donc comme il est immortel, l'auteur en profite pour le faire saigner à fond de balle. Et voilà, comme par hasard, lui qui est immortel va recevoir plus de coups que les autres pour le même ennemi. Et bon, voilà, il se fait couper la tête, couper le bras, etc., etc. Il y a du sang qui gicle de partout, juste parce qu'il est immortel. Et attention, parce que des fois, genre par exemple dans Seven Deadly Sins, il y avait vraiment que le mec immortel qui prenait cher des fois. C'était un peu démesuré. Et voilà, c'est un peu comme si plus tu te rapprochais de l'immortalité, plus tu prenais cher, et plus tu t'en éloignes, moins tu subiras. Alors oui, aussi le fait que tu pourrais être moins vigilant, même pour le coup, c'est pas vraiment le cas. Donc voilà, on verra un petit peu vers où ça va nous emmener tout ça. Voilà, ça sert à rien de le faire gicler pour le faire gicler de trop. Mais pour le moment, ça va, ça passe, c'est sympa. Et ça nous introduisait aussi pour la première fois son immortalité. Ça fait beaucoup de références là entre Seven Deadly Sins, Bleach et enfin bref, on s'en fout. Des petits, voilà, les mangas se ressemblent un peu tous entre eux. Hein. Bref, Denji, beaucoup de révélations à ce sujet, mais aussi beaucoup de mystères, parce que bon, toutes ces réponses ouvrent à de nouvelles questions, et voilà, on n'est pas les seuls à se poser des questions. Hansi se demande à un moment si c'est un démon. Est-ce que Denji ne deviendrait-il pas donc justement progressivement un démon? Est-ce que je me demande, est-ce qu'il pourrait pas être encore plus démoniaque que ça? Genre plus que ses mains et sa tête quoi, plus que les tronçonneuses à ce niveau-là. Est-ce qu'il pourrait pas ressembler à un vrai démon, genre Pochita X Denji, un truc vraiment proche d'un démon? Plein de mystères à son sujet, vraiment plein. Un moment le démon éternel dit à Denji qu'il le pensait mort, du coup comment c'est possible vu que c'est la première fois qu'il se voit? Donc là on se demande est-ce qu'il y a un
lien avec le démon zombie? Est-ce que tous les démons sont liés entre eux d'une certaine façon? Il lui dit aussi, donc le démon éternel, il lui dit tu es faiblard par rapport à la dernière fois. Du coup, bref, c'est bizarre vu qu'ils se sont jamais vus, donc on se demande un petit peu pourquoi. Et tout le monde se pose plein de questions aussi donc au sujet de Denji. Quand les autres disent donc le démon de l'hôtel avait l'air de le connaître alors que en fait il se connaissait pas, ou que Makima a Denji à la bonne, qu'elle reste à Tokyo depuis que Denji est là, enfin plein de trucs, voilà, on se demande pourquoi est-ce que Denji intéresse tant que ça, est-ce que c'est si rare ce qu'il a? Parce qu'il y en a d'autres comme lui, si on a vu qu'il y avait le démon épée maintenant aussi, donc qui ressemblait exactement à Denji. Donc pourquoi est-ce qu'il intéresse tant que ça? Est-ce que c'est simplement parce que son rôle en tant qu'humain démon, c'est d'être un sous-fifre d'un démon, parce que les démons ont le seum qu'il est le cœur d'un démon, du coup il est comme le démon épée, donc il est destiné à être un sous-fifre, destiné à travailler pour eux, je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait rendre Denji si convoité? Est-ce que c'est un rapport avec Pochita peut-être? On verra ça. En tout cas il est convoité à fond, et Makima a l'air en tout cas d'en savoir plus sur tout en fait, sur le démon flingue par exemple, et sûrement sur plein de choses qu'on ne sait pas, et c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs qu'elle envoie Denji vers le démon flingue. Il y a sûrement une raison derrière tout ça. Pour la première douille donc du démon flingue, il s'est donné à fond pour la récupérer, et tout ça par amour, pendant que elle le traite encore comme un chien. Bon, ici ça évolue un petit peu. Avant je me posais la question de est-ce une bonne personne ou pas, et l'épisode qui lui est consacré donc répond à quelques questions, même si j'avoue avoir eu un petit peu quelques attentes derrière mes pensées, puisque en fait vous spoilez à mort dans les commentaires, vous spoilez partout, il y a des spoils partout de Chainsaw Man. Je comprends pas pourquoi ceux qui lisent sont aussi fiers de connaître la suite de l'histoire, mais bref, j'ai fait un petit short sur TikTok, là, il y a eu quelques vues parce que j'ai fait un jeu de mots sur le mot bonne, j'imagine, et du coup bon, beaucoup de gamins ont essayé de spoil, j'ai pas pu lire les commentaires, et sur YouTube aussi ça spoil un tout petit peu mais moins, c'est pas la même maturité, bref c'est pas important. Mais voilà, quand on a des commentaires du style ah Makima je la déteste, c'est qu'on comprend que la meuf ça va pas être une crème finalement, elle est peut-être pas gentille, ça spoil pas trop mais ça va, je déteste le spoil. Bref, Makima n'est pas bonne du tout. Il suffit de voir la démission de son collègue quand il lui demande si elle savait des choses sur cette attaque qui allait tuer donc tous les membres de la section, et que elle lui dit je ne peux rien dévoiler aux civils, comment faire plus salope que ça. Et d'ailleurs lui, je suis persuadé qu'on va le revoir, c'est sûr. Déjà il a été introduit il me semble comme étant, je suis pas sûr hein, mais le mec avec le plus gros QI, et c'est le seul qui a survécu, et puis il pose sa démission de façon très intelligente j'imagine, donc il va sûrement être vu mais dans un autre contexte, il va sûrement être le petit enquêteur sur le côté. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Et donc cet événement nous dévoile le pouvoir de Makima. J'ai ressenti d'ailleurs une petite inspiration à la Death Note. En gros, si j'ai bien compris, elle a besoin du nom de la personne pour le tuer, et elle peut l'échanger avec la vie d'un autre qui prononce ce prénom. Elle va donc le tuer, donc tuer celui qui est devant lui et écraser celui qui est loin avec le prénom qu'elle connaît. Elle va l'écraser un petit peu comme une poupée vaudou. Du coup, ça va même plus loin que Death Note, parce que là, bon, elle peut écraser comme des ballons les gens. Et ça y ressemble un petit peu, il y a une scène qui m'a fait penser un petit peu le moment où on voit Ryuk, le moment où, en fait, on dirait que ceux qui se font tuer, ils voient le démon qui va les écraser. Et ça m'a fait penser à Ryuk. En dehors de ce pouvoir aussi, il y a d'autres dingueries sur elle, sérieusement. Elle survit donc d'une balle dans la tête, et aussi elle ment en disant qu'elle n'a pas été touchée. Ça c'est bizarre. Elle sort du train comme ça, au calme, et donne des ordres, et on voit des gens troués à la poitrine, mais pas des petits trous, hein, troués, donc avec un énorme trou. En tout cas, elle cache bien des choses, et justement, pourquoi mentir? Pourquoi est-ce qu'elle mentirait? Quel est son but derrière? Quel est son pouvoir aussi qui permettrait de survivre à ça? Et aussi, comme par hasard, elle devient la chef de plusieurs brigades juste après ça. Et on se dit, enfin, voilà, à croire que elle s'était éloignée de Denji, elle savait ce qui allait se passer, et voilà, qu'elle l'avait prévu. On voit même un moment quand elle buvait avec Aki, que vraiment, elle affirmait savoir des choses sur Denji. Mais bon, vu qu'elle ressentait pas l'alcool, elle a rien dit. Après, donc, cet événement aussi, donc, elle décide d'entraîner ses deux chiots préférés. Et moi qui avais dit justement que Makima était notre Kakashi un petit peu de l'histoire, je me suis trompé. Voilà notre Kakashi. Une belle armée de petits soldats droits, honnêtes, prévisibles. Les démons savent exactement quoi faire pour vous foutre en l'air. Mais ça se complique quand ils se trouvent face à un fou furieux. Un cinglé, ça n'a pas de logique. Les démons sont comme nous, ils ont une peur viscérale de ce qu'ils pigent pas. Le cliché du sensei, alcoolique et dur avec ses élèves, parfait, j'adore ça. Comme quoi Chainsaw Man mélange à la fois donc, beaucoup d'éléments scénaristiques classique des shonen, avec des trucs dérangés, complètement anti-héroïques un petit peu, enfin voilà. Et notre Kakashi ici, ou plutôt notre Gojo, puisque apparemment le mec il est aussi fort que n'importe quel Devil Hunter de l'entreprise, ou peut-être de n'importe quel Devil Hunter de toute entreprise, je ne sais pas. Il pose 3 questions.
別に。死んだと思った。 Donc ils sont bons à entraîner car leurs émotions n'interféreront pas donc avec leur travail, contrairement à Aki. Deuxième question. 敵に復讐したいか。復讐とか暗くて嫌いだね。 わしも Ça répond donc à la première question, mais avec une précision pour savoir vraiment s'ils ont pas de sentiments, en tout cas pour le moment. Et troisième お question. 前たちは人と悪魔どっちの味方だ。 Donc Power, elle, dit un truc différent là, elle dit. 勝ってる方。 Tandis que Denji, lui, dit. 俺を面倒見てくれる方。 Ça, c'était un petit peu une question piège, et à voir un petit peu ce qu'il en fera, mais voilà, ça éveille sa curiosité, et surtout, ça leur donne la note maximale. Et du coup, Kakashi est complètement fort, et il les entraîne à fond. Et c'est vraiment cool, en fait, qu'ils aient donc un entraînement et qu'ils passent au niveau supérieur. Je m'attendais à ce que ça se fasse plus tard, en tout cas, tout va très vite dans cet animé. Tous les thèmes, et même l'évolution du personnage en général. Ce qu'on a vu ici, ça aurait pu prendre, sérieusement, 24 épisodes, avec des combats plus longs et un forçage d'émotions sur les morts, etc. Mais ici... pas le temps de miser. Voilà, Kakashi donc se rend compte que ils ont un pet au casque et que ils sont prêts à faire peur aux démons. Du coup, s'ils sont entraînés car ils sont juste timbrés. Et il réfléchit et il se dit que comme aucun humain n'est plus fort que lui, il va faire d'eux des démons plus forts que lui. Le plus grand des chasseurs va changer sa proie en prédateur. Très belle phrase, je la note. Il va donc les rendre surpuissants, mais là c'est vraiment réellement dur, genre vraiment dur. Hâte de voir la suite. Et voilà, ce mec est vraiment comme Gojo dans Jujutsu Kaisen, c'est vraiment cool. Et voilà, c'est cool de voir un petit peu sa façon à laquelle il ne les laisse absolument pas respirer. Voilà, enfin, 3 coups de couteau dans la gueule. Ou encore le moment, ce moment-là avec... バカ。もう終わりだって。ラッキーじゃ。 Alors qu'en fait il se dit non, t'es pas encore mort aujourd'hui mec, hein, non. Et il le tue et enfin voilà, ça c'était génial. Et ces scènes nous montrent aussi une chose qui est vraiment sympa à voir et c'est l'amitié entre Power et Denji qui grandit tellement que en fait ils développent une sorte de complicité très chouette à voir. Ils forment donc maintenant un duo magnifique. Ils apprennent un petit peu le travail d'équipe. L'entraînement est sympa, les étoiles sont belles, le paysage et l'ambiance est bien. Et pour une fois Denji doit bosser dur à en chier et c'est bien parce que en fait il doit s'adapter pour avancer, il doit montrer que se la couler douce n'est pas toujours une option même si c'est la seule chose qu'il aime et il doit se forcer donc par passer par des moments où il doit évoluer et innover, réfléchir donc avec Power à des plans d'attaque et justement elle qui dit avoir plein de stratégies en tête, ça c'est vraiment bien parce qu'en fait on va pas se mentir, pour l'instant le gros cerveau du groupe, c'est bizarre à dire mais en fait c'est Power, elle passe pour une conne tout le temps mais en vrai elle est très loin d'en être une et ça c'est sympa en fait, c'est elle et personne d'autre qui nous apprend que Denji résorbe ses tronçonneuses lorsqu'il perd du sang. Dans le bar aussi, elle est complimentée, donc à un moment on lui dit que c'est rare de voir une possédée qui gère ses envies de meurtre. Alors elle blague sur son QI, mais il y a une part de vérité là-dedans. C'est aussi elle qui fuit le danger pour sa survie, donc quand elle voit que sa vie est en jeu et que les méchants arrivent, et on sait très bien qu'un animal, s'il sait que c'est la merde, la fuite, c'est son option la plus intelligente. Quand Kakashi lui demande de quel côté ils sont, elle répond intelligemment d'ailleurs, du côté du plus fort. Son opportunisme est un signe aussi d'intelligence. Et d'ailleurs, si Kakashi en plus fait d'elle la plus forte de l'entreprise, avec Denji, ce sera du coup à eux de choisir leur camp. Ce sera à eux de pouvoir s'émanciper et choisir dans quel camp ils seront. Surtout que c'est pas réellement des humains, donc ça c'est intéressant aussi. Et aussi en fait, elle est même capable de reconnaître quelqu'un à l'odeur de son sang. Bref, plein de signes qui nous montrent que Power n'est pas si conne en fait. Et je suis sûr qu'on va avoir des stratégies de combat, des dingueries à son sujet. À noter d'ailleurs que pour ceux qui connaissent, la maîtrise du sang dans l'Avatar, ça c'est vraiment une dinguerie. Si à un moment on voit Power qui est capable d'arrêter l'hémorragie de Aki quand il saigne, pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas contrôler le sang carrément d'un humain pour pouvoir l'empêcher de bouger, pour pouvoir le manipuler, pour pouvoir le faire exploser, je ne sais pas. On verra un petit peu jusqu'où sa maîtrise va aller, mais bon, elle a d'office des limites. On a déjà vu sa première limite, le fait qu'elle ne peut pas utiliser tout son sang, sinon elle meurt, enfin elle perd connaissance. Aussi, sinon, comment est-ce que je pourrais faire cette review sans parler de Aki? Cette fois-ci, bon, lui, il mérite que je parle de lui qui a si bien été développé, indirectement parfois, mais en tout cas il a été très bien développé dans ses derniers épisodes. Déjà on découvre aussi son pouvoir overcheaté, il tue en 3 coups avec donc le démon malédiction, mais en contrepartie il réduit donc son espérance de vie. Et aussi il est au centre de l'histoire du sacrifice donc avec Himeno. Donc elle a eu un bon petit rôle, elle était donc amoureuse de lui et lui il pleure sa mort, c'est tout à fait naturel parce que voilà, ce sacrifice il était vraiment
dur à voir. Elle a donc abandonné son corps en échange de l'utilisation du démon entier, mais au final ça n'aura même pas été utile, parce que donc le serpent de la gamine au final l'aura bouffé en une seule bouchée. Et puis finalement elle a disparu. Et voilà, c'était vraiment émouvant. Quand il voulait donc allumer sa clope et que là il repense à elle, et beaucoup de tristesse, et enfin voilà. D'ailleurs, je suis quasiment persuadé qu'on va la revoir, enfin pas la revoir, la ressentir, enfin voilà, je suis persuadé qu'en tant que fantôme, elle va sûrement être revue dans l'animé, d'une façon ou une autre. J'ai l'impression que ouais, même invisible, elle sera présente à un moment dans l'histoire, sûrement. Voilà, à voir. C'est pas très important, mais il y aura peut-être un petit moment émotion à ce sujet-là, ou pas, bah les couilles. En tout cas, à propos de Himeno, donc on voit un moment donc sa sœur, la sœur qui vient pour lui donner donc sa lettre. Donc en fait, au début il faut comprendre, hein, donc c'est une lettre de Himeno qui est destinée à sa sœur. Et dans cette lettre, en fait, elle parlait de Aki. Comme la sœur de Himeno savait que Himeno donc tenait à Aki et qu'elle tentait de tout faire pour qu'il puisse partir dans le privé, elle lui a donc donné, pour le convaincre une dernière fois, donc elle lui a donné cette lettre donc pour que Aki puisse faire attention à sa propre vie, quoi. Voilà, tout ça c'était donc pour lui montrer l'attention donc que Himeno avait pour lui. On voit que à travers cette lettre qu'elle est restée pour lui, pour le protéger, et elle a fait tout ça pour ça, et que cette lettre au final donc c'est un peu la preuve qu'elle se préoccupait de lui. Je me répète, mais voilà quoi, cette lettre elle avait un but, et même ses collègues appuient un petit peu sur la situation en lui demandant est-ce que tu veux continuer ou abandonner, parce que bah, c'est normal que t'abandonnes dans ce genre de situation, mec. Genre t'as carrément les sbires du démon flingue qui ont essayé de te tuer, t'as plus de démons, enfin rien. Sauf que ici en fait il y a un problème. Cette attaque ne venait pas de n'importe qui, elle venait justement, comme je l'ai dit, des sbires du démon flingue. Du coup pourquoi est-ce qu'il abandonnerait alors qu'ils sont encore en vie, alors que pour une fois, il s'en rapproche pour de bon, puisque Denji, il pourrait s'en servir de proie pour se rapprocher du démon flingue. Du coup, finalement, cette lettre, elle aura eu l'effet complètement inverse, si j'ai bien compris. Parce que voilà, comment est-ce qu'il pourrait abandonner la chasse envers celui qui est responsable de la mort de sa famille et de Himeno, justement, alors qu'il se rapproche enfin de lui. Sauf que, petit problème encore, il se retrouve au pied du mur, parce que son démon renard, là, ne répond plus, et aussi, en fait, il lui reste que 2 ans à vivre. Et du coup, on sait pas combien de coups d'épée ça lui fait 2 ans. Peut-être juste un seul combo de 3 ou 2 combos. Peut-être même pas 3 coups au final. Ça tombe, c'est 1 coup, 2 coups, 1 coup par année peut-être. Et au bout du 3e coup, on arrive à 0. Bref, du coup, il va devoir faire un nouveau pacte avec un nouveau démon. Le démon futur. Dans le futur, je suis loin des murs de prison. Il va rentrer donc dans la cellule de ce démon qui est apparemment donc contrôlé par 2 personnes qu'on va sûrement revoir, j'imagine. Donc un mec qui a perdu l'odorat, le goût et la vue, donc il sera facilement reconnaissable, et un mec qui a perdu la moitié de sa vie. Et là, même si de base j'imaginais que ça aurait pu être Kombini, parce qu'elle cache d'office un démon très puissant, le meilleur candidat finalement c'est Kakashi. J'imagine que ça pourrait être lui qui est le démon futur, parce que rien que quand Power l'attaque, il a esquivé comme s'il avait le haki du futur en lui. En fait il a esquivé les attaques de Power et de Denji comme s'il savait les prédire en avance. Et donc je me suis dit peut-être que en fait il a ce démon, ou juste il est fort et ça passe aussi, c'est pas grave. Mais c'est un candidat possible, j'espère, on va voir peut-être. Et là, je me demande, donc, quand il rentre dans cette cellule, qu'est-ce qu'il va perdre? Parce que donc, pour signer un pacte avec un démon, il faut perdre quelque chose en échange. Et donc, ça passe donc par une négociation. De base, j'imagine que le mec, vu qu'il n'a rien à perdre, il va réussir ses négociations. Il va y aller à fond. Il va négocier vraiment avec toute la hargne qu'il a. Il va y négocier avec sa volonté. Ou l'inverse, en fait. Le démon va juste se foutre de sa gueule et se rendre compte qu'il n'a que 2 ans à vivre. Parce que peut-être que tous les démons sont liés entre eux et qu'il sait ce qu'il a perdu déjà. Et du coup, il va peut-être encore lui proposer même de retirer encore la moitié de sa vie. Juste pour s'amuser. Ou alors, peut-être possibilité intéressante, le démon futur va essayer de se lier à Aki juste parce qu'il voit son futur, vu que c'est le démon futur. Et comme il y voit quelque chose d'impressionnant via sa volonté qui est vraiment énorme de tuer ce démon, il se dit tiens, je pourrais peut-être m'élever grâce à lui, je pourrais peut-être sortir de cette cage, m'émanciper de cette vie de prisonnier dans la cellule
peut-être qu'il serait volontaire à l'aider. Ou alors, là, ça serait la merde. Pire des scénarios, il touche non pas à son espérance de vie, mais à son corps. Parce que ça, c'est encore plus ou moins intact, il a perdu sa peau à cause du renard, mais là, ça pourrait vraiment bien le baiser. On imagine mal Aki avec une jambe en moins. J'imagine que, en tout cas, l'auteur va faire en sorte que Aki soit apte à se battre, sinon ce serait pas intéressant comme shonen. Bon, il pourrait avoir un handicap, mais il va avoir une possibilité de toujours faire des combats impressionnants à voir. Il y a un truc que j'adore en tout cas chez Aki, c'est le fait qu'il aurait pu limite être le héros en fait. Mais bah, en fait il a juste pas la chance du personnage principal quoi. Il a les traits qu'il faut en fait. Il est vraiment triste et finalement c'est le plus normal parmi les autres. Hein. Ne serait-ce que quand on compare donc Aki avec Power et Denji, bah, au final ça reflète son point faible parce que lui n'est pas capable de faire peur aux démons parce que bah, il est pas fou. En tout cas pour le moment. Aki est quelqu'un de bien et il est loin d'être fou, tandis que Denji, lui, bah, c'est un timbré. Et ben voilà, c'est ça qui fait que lui pourrait tuer le démon flingue. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite à ce sujet-là. Mais bon, bref, autant que Power et Denji, lui, il doit survivre, du coup, devenir plus fort. Et son but va être donc accompli. Mais, petite nuance, peut-être qu'il ne sera pas accompli par lui. Et ça, c'est vraiment fou, en fait. Le fait que Denji a de fortes chances de réaliser le rêve du héros secondaire. Ça, c'est vraiment spécial. J'avais d'ailleurs un commentaire qui disait que Denji va vaincre le démon flingue à lui seul en fait. Et j'ai un petit peu contredit en me disant mais non c'est le rêve de Aki, c'est pas possible. Alors qu'en vrai finalement après réflexion c'est pas impossible. Alors c'est sûr Aki va avoir sa place là-dedans, mais il faut se dire que lui son rôle dans l'histoire c'est d'être le plus humain du trio. Alors à moins qu'il se déshumanise pour réaliser son rêve, c'est triste mais en vrai c'est Denji finalement qui est le plus à même de réaliser ce rêve. Et de toute façon il suffit de revoir les questions de Kakashi un minimum pour pouvoir le comprendre. Hein. Il a le score minimum. Êtes-vous triste après la mort de vos compagnons? Oui. Souhaitez-vous vous venger? Oui. Dans quel camp êtes-vous? Celui des humains. Les réponses complètement opposées de Denji et Power. Et voilà pourquoi Aki va perdre en fait. Parce que c'est un humain du côté des humains qui est triste en fait de voir ses coéquipiers mourir et aussi parce qu'il veut se venger. Lui finalement il pleure, garde sa gentillesse et son humanité en fait simplement. Il aurait pu être un héros, même le héros de cette histoire mais... Ça, c'était en fait si Denji, le branleur, s'était pas ramené dans l'histoire. Et voilà, désolé, mec. Désolé. Et il y a fort à parier qu'il finira sacrifié, sûrement avec sa malédiction, dans cet objectif de tuer le démon flingue. Et que Denji, bah, lui, il reprendra cet objectif pour lui. Après, à voir s'il y aura une amitié et que Denji va prendre ça à cœur, ou alors il va garder ce truc de Denji s'en bat toujours les couilles, et même que pour Aki, il s'en battra les couilles, et même le rêve, il va le réaliser peut-être, mais en s'en battant aussi les couilles. En tout cas, c'était un personnage insupportable au début, mais il remonte bien dans l'histoire, et je trouve ça vraiment bien. Et c'est pas le seul, en vrai, il y a aussi Combini, donc la miskine. À un moment, je m'étais dit qu'elle était pas morte, ça c'est sûr, hein, et je pensais que Arai aussi, mais voilà, donc finalement il y a que elle qui est morte parce que Arai s'est sacrifiée, mais je suis content qu'elle ait survécu. Ça se voit, c'est triste, mais c'est la souffre-douleur de l'auteur, elle va en chier. Et l'auteur, voilà, il veut appuyer sur le fait qu'elle a une vie de merde, qu'elle taffe pour que son frère puisse étudier, que sa sœur est morte, et d'ailleurs en fait, je me disais, sûrement, elle doit être morte aussi en tant que Devil Hunter, sa sœur. C'est aussi ce qui peut faire détester le métier encore plus à Combini. Il y a plein de petits détails comme ça de miskin que Combini ressent, hein, du genre même quand elle dit « Ah, c'est la première fois que je mange ça, on veut nous la faire passer pour une pauvre petite misérable. » Et voilà, enfin, il y a aussi un truc intéressant, c'est qu'à un moment, elle dit que son démon, c'est un secret, et je me dis qu'elle doit avoir un démon de fou, mais qu'en contrepartie, elle n'a pas du tout confiance en elle. Pourtant, en action, finalement, elle est super forte. Voilà, quand elle a terminé l'épisode, c'était grave bien. Elle arrive comme une bosse et se sert donc de Denji comme bouclier. Et puis elle pleure parce que elle s'en veut d'avoir voulu le tuer quoi. En vrai, finalement, elle est faite pour ce taf qu'elle déteste. Mais sa sœur, j'imagine, est sûrement morte dans ce taf. Et en plus, elle peut pas étudier à cause de ça. Donc elle le déteste malgré son don. Et ça, j'aime vraiment bien. Combini a été introduite un petit peu pour être insupportable. Mais je pense qu'elle va être cool. Et je m'excuse. Je m'excuse sincèrement parce que finalement, elle est sympa en fait. Et tristement, elle dit qu'elle va démissionner. Mais bon, vu sa force et ce qu'elle cache aussi comme son démon secret, elle va sûrement rester dans l'histoire.
et on n'a encore rien vu même, j'imagine, d'elle. Sinon, on apprend aussi plein de facts sur putain, j'ai dit facts, merde. Plein de faits sur les démons, comme par exemple, les démons ont plusieurs hunters, ça on ne le savait pas. Un truc aussi cool, on voit un moment que le démon de Himeno n'agit pas parce qu'il a peur de la gamine. Ça c'est intéressant. Est-ce que c'est parce qu'il voit le démon qui est derrière en invisible? Comment tous ces démons sont liés entre eux? Donc ça c'est intéressant. On en apprend plus sur les contrats aussi, donc on voit qu'il y en a qui sont capturés donc, dans des prisons. Et au final, donc leur moyen, si j'ai bien compris, hein, donc d'avoir un peu d'air, c'est d'accepter des contrats. Peut-être, je pense que c'est une éventualité pour eux de pouvoir justement se libérer de ces prisons à terme, si par exemple les Devil Hunters abandonnent leur corps entier, je ne sais pas, ou autre chose. Est-ce que, aussi une question que je me demande, est-ce qu'il y a des contrats qui sont faits avec des démons qui sont libres? Peut-être. Comment les contraindre à ce moment-là? Parce que ici, donc la contrainte ici, c'est la prison. S'ils sont capturés, leur seul moyen de pouvoir, on va dire, passer le temps en tant que démon et d'utiliser leur pouvoir, c'est de passer un contrat. Mais s'ils sont libres, pourquoi est-ce que, à part via la force, évidemment, pourquoi est-ce qu'ils seraient contraints de faire ce contrat? D'ailleurs, même ça me fait penser, il y en a qui peuvent faire des pactes sans être des Devil Hunters. Tu pourrais avoir un boulanger qui est Devil Hunter. Bon, ça n'a rien à voir, mais on pourrait avoir toutes sortes de personnes qui sont des Devil Hunters. Et on n'est pas obligé d'être un Devil Hunter pour avoir un pacte avec un démon. Et c'est aussi sûrement pour ça qu'on va revoir la personne qui a démissionné à un moment avec ces démons, parce qu'il doit sûrement avoir un rôle à jouer dans l'histoire. En dehors de ça, comme d'habitude, l'animation, l'ambiance, etc., tout est génial. Le son qui accompagne aussi. On a de très belles images, comme par exemple les images dans l'hôpital. Tellement de petits sons qui accompagnent les scènes, qui rendent le truc plus immersif, comme par exemple le bruit du frigo, le vent dans l'immeuble, tout ce qui est, voilà, tous les sons un petit peu avant la scène de cul. L'atmosphère qui est pesante, ces scènes un petit peu de rapprochement sans musique, longue, sans parole, et on sent la tension que Denji ressent lui-même, la gêne aussi, enfin c'est réussi. Franchement, ils savent faire les scènes sans parole, profondes. Il y a qu'à voir la scène quand ils tirent leurs balles sur les Devil Hunters. Là, on ressent un truc. Les vieux qui tirent, non, les merdes quoi, les vieux qui tirent, ça c'est génial. Après 12 minutes de mouvement, là on a un truc calme et pesant et ça se ressent. L'ambiance est vraiment cool. Aussi en termes de sang, ça gicle toujours autant, ça gicle de partout, surtout quand Makima éclate les gens, là ça n'arrête pas. Quelques petits défauts sont à noter, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de gens qui ragent là-dessus, je crois. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est vraiment réussi, la CGI en général, enfin je veux parler de ça. C'est vrai qu'il y a des fois des moments où c'est un peu moche, je trouve. Comme par exemple, j'en ai une en tête, hein, j'ai pas tout noté, je suis pas un expert non plus de toute façon. La scène avec Aki qui pleure. Ce genre de gros plan sur un personnage avec de l'émotion, il fallait le dessiner, je trouve en 2D, et les larmes sont pas compliquées à rajouter qui coulent. Il aurait pas fallu grand chose pour que ce soit beaucoup plus beau à voir, tandis que il me semble que c'était pas très beau à voir en CGI. J'ai quelques scènes en tête comme ça où je me dis tiens, ça fait trop jeu vidéo, c'est bof. Mais en dehors de ça, franchement, c'est quand même vachement pas mal. Hein. On va pas cracher dessus, c'est très bien fait. Alors si je me trompe pas, il reste que 2 épisodes et franchement, j'ai vraiment envie de voir la suite. Comme d'habitude, là, ça a vraiment avancé. Toutes les questions que je me posais dans la première review, pas toutes, mais en tout cas, un bon nombre ont été répondues. Et l'histoire avance très vite. On va voir un petit peu ce que ça dit dans la suite. Et on se retrouvera sûrement pour un dernier épisode avec une sorte de débrief et une vidéo sur les 2 derniers épisodes. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.